Bonsoir à tous et bienvenue sur ce direct YouTube du Cercle Chateaubriand. Je vais vous laisser dans quelques instants pour la conférence de Jean-François Goéllière, militant de la section Action française de Rennes, qui va intervenir sur le thème de Georges Cadoudal, meneur contre-révolutionnaire chouan, que vous allez ainsi découvrir. Voilà, je te laisse la parole, Jean-François. Bonjour à tous. Donc rapidement, je remercie le Cercle Chateaubriand pour me laisser la parole sur Georges Cadoudal et la chouannerie. Donc Georges Cadoudal, à savoir, comme l'a dit Jérémy, c'est un meneur contre-révolutionnaire. Donc il a évolué à la fin de la période du XVIIIe siècle, qui a été marquée par la guerre civile à partir de 1689. Donc c'est quand même un sacré personnage parce qu'il est quand même, aujourd'hui, il est très peu connu du grand public et pas si connu que ça dans notre milieu, les milieux militants ou même les milieux royalistes de manière générale. Mais il faut savoir quand même qu'il a été fait maréchal de France. Il a été aussi anobli. Il a été déclaré comme l'ennemi juré de Napoléon. Et il a été aussi le commandant en chef de l'armée catholique et royale de Bretagne. Pardon. Donc dans ce cercle, nous verrons comment ce fils de laboureur du Morbihan, ce petit département, comment il va réussir à faire vaciller son destin, mais aussi celui de la France, et enfin celui de l'empereur. Donc pour cela, je vais m'appuyer de deux ouvrages. Je vais m'appuyer de l'ouvrage du neveu de Cadoudal, donc Georges de Cadoudal. Donc cet ouvrage, c'est Georges Cadoudal et la chouannerie. Et enfin un autre ouvrage de Jean-François Chiappe, les travaux de Chiappe étant très complets. Donc ce livre étant Georges Cadoudal ou la liberté. Enfin, j'ai quelques influences, notamment une bande dessinée de Rénal Sécher, la chouannerie Bretagne, 1689-1815, et d'autres influences avec Cadoudal de François Cortégiani. Bon, à savoir, je suis militant d'Action française. Effectivement, ce cercle sera un récit, mais malgré tout, je vais être fidèle à la tradition maurassienne et je vais essayer quand même d'appliquer un petit peu l'empirisme organisateur à travers cet épisode. Donc, je résume rapidement pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'empirisme organisateur. Je vais le résumer à travers un mot et une phrase. Un mot, c'est simplement l'expérience, et une phrase, c'est celle de Maurras. Je cite: la mise à profit des bonheurs du passé en vue de l'avenir que tout esprit bien né souhaite à son pays. Je le répète, malgré tout, ça restera un récit historique. Et enfin, vous aurez, du moins, je vous partagerai un petit désir de commémoration. Et ça, je le ferai à la fin. Donc, je commence rapidement. Cadoudal, du coup, il est quand même né, il est né à Kirleano, rattaché à la commune d'Auray, le 1er janvier 1671. Donc, il est né d'une famille de laboureurs aisés, son père étant Louis Cadoudal. Donc, son père est quand même reconnu dans deux domaines, la Sioule et la lutte bretonne, puisqu'il est considéré comme le champion dans ces deux domaines en 1680, champion du pays d'Auray. Donc là, c'est assez annonciateur, parce à savoir que Cadoudal est un personnage très grand, très baraque, très conséquent et très fort. On dit d'une force herculéenne. Donc lorsqu'on sait que son père était un très bon lutteur, c'est assez annonciateur. On va savoir qu'il y a une petite légende qui entoure le Cadoudal lorsqu'il était tout petit, lorsqu'il était nouveau-né, lorsque sa mère lui prodiguait des soins au seuil de la porte du manoir, enfin du moins de la ferme. En fait, il y a un mendiant qui est arrivé et qui a dit, en touchant le front de l'enfant, qui a dit qu'il sera cause de grands malheurs pour la famille. Donc vous allez comprendre pourquoi je vais vous dire ça, parce que c'est pas tout à fait faux. À savoir que Cadoudal, il est rentré très, très jeune à l'école d'Auray, où il va montrer beaucoup de prédispositions. La première, c'est on va dire prédisposition à combattre, identique à celle de son père. Il va former des bandes de jeunes combattants et il va s'attaquer avec à coups de poing, parfois à coups de pierre. Donc comme il est très intelligent, il a un très bon goût pour le travail et qu'il est très pieux, il va rapidement être transmis au collège de Vannes, collège Saint-Yvi. Et à ce collège-là, vous aurez Cadoudal, du moins quand il va arriver au collège, il y a un usage auquel Cadoudal va s'y refuser. C'est à l'entrée de ce collège, il y a une pierre et tout nouveau venu doit la baiser pour pouvoir rentrer. Cadoudal, dans son opiniâtreté qu'il va garder avec une stabilité incroyable toute sa vie, il va refuser de baiser cette pierre, mais va réussir à rentrer dans le collège
à travers la foule, à coups de poing et à coups de tête. Donc on voit déjà le personnage que c'est. Je vais citer un petit peu aussi le comte Joseph de Puiset, c'est un personnage dont je vous parlerai un petit peu plus tard, qui citait du coup, qui parlait de Cadoudal. Donc là, je cite le comte Joseph de Puiset dans ses mémoires, à la page 536. Georges, fils d'un simple habitant de la campagne, nourri sous les yeux de parents honnêtes et formé par des instituteurs vertueux aux connaissances que l'on pouvait acquérir, donc dans un collège loin de la capitale, mais dont l'insuffisance était amplement compensée par des principes de religion et d'honneur, était doué d'une bonne âme, ne croyant pas au mal parce qu'il n'était point dans son cœur. Modeste comme tous ceux qui ont reçu de la nature assez de talent pour sentir le défaut comme le besoin de culture, se méfiant peut-être trop de lui-même et pas assez des autres, et joignant à ses dispositions que le brillant et le poli du monde n'avaient pas altéré un esprit juste et un courage froid. Donc voilà, vous avez quelques petits éléments sur la personnalité de Cadoudal, mais qui va garder avec une stabilité impressionnante. Donc Cadoudal, à la fin de ses études, il est encore au collège lorsque la révolution éclate. Et dans un premier temps, il est plutôt favorable, puisque le 26 et 27 janvier 1689, il y a des affrontements à Rennes. Donc il y a un affrontement d'un côté, l'ordre de la noblesse, qui affronte les étudiants qui représentent le tiers d'État de l'autre côté. À ce moment-là, on a à la tête de l'ordre de la noblesse Charles Armand Tuffin de la Rouërie, donc qui est très connu pour la guerre d'indépendance américaine, puisqu'il y a joué un rôle très important. Et enfin, il est aussi connu parce que il a été à l'origine d'une conspiration qu'on a appelée Association bretonne, qui visait à défendre en fait les lois coutumières de la Bretagne. Donc Armand Tuffin de la Rouërie va affronter Jean-Victor Moreau, qui est le chef des étudiants de Rennes et qui est un futur général renommé de la Révolution, mais aussi de l'Empire. Donc Jean-Victor Moreau va faire un appel à tous les étudiants de Bretagne de se joindre à lui, et Cadoudal, à la tête d'une compagnie de collégiens, va répondre à cet appel. Donc il va se rendre en direction de Rennes, mais il va être rapidement arrêté par le général Henri Thiers de Bissy. Et un accord va être passé entre les deux ordres sans effusion de sang. Donc là, on peut constater qu'une part du tiers-État est plutôt favorable à la Révolution, mais c'est pas tant philosophique, c'est plus pécunier, voire la question de liberté. Parce que rapidement, on va avoir une première cause de soulèvement contre-révolutionnaire et un basculement du tiers-État dans l'aspect contre-révolutionnaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une loi, la loi qui est la Constitution civile du clergé, qui est votée le 12 juillet 1690, qui sera condamnée dans un premier temps par Louis XVI le 24 août de la même année, mais qui sera aussi condamnée par Pie VI le 10 mars 1791. Donc il faut savoir que cette condamnation va provoquer la division du clergé en deux. D'un côté, le clergé constitutionnel et de l'autre côté, le clergé réfractaire. Donc à savoir que du coup, tous ceux qui vont, on va dire, refuser de prêter un serment vont être déclarés, là je parle des religieux, vont être déclarés réfractaires, ils vont être aussi destitués de leur fonction, considérés comme rebelles à la loi et perturbateurs de l'ordre. En fait, je vais citer deux articles de cette loi, parce que c'est d'importance. Donc je cite, premier article, les évêques sont élus par l'assemblée des électeurs du département et les curés par celle des électeurs du district, que les électeurs professent la religion catholique ou non. L'amendement proposé par l'abbé Grégoire disposant que les catholiques soient seuls les électeurs fut repoussé. Donc là, on comprend la tragédie de la chose. Ensuite, il y a un autre article, je vais le citer aussi. Avant leur sacre, prêter le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse et d'être fidèles à la nation, à la loi, au roi, de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. Donc en fait, à aucun moment on demande de prêter serment sur Dieu. Donc ça a mené à comme je vous l'ai dit, des refus de prêter serment. Et le premier à opposer un refus de prêter serment, c'est Monseigneur Sébastien Michel Amelot, donc qui est l'évêque de Vannes. À savoir, il va être repris par pratiquement l'unanimité des prêtres de son diocèse, donc c'est-à-dire le Morbihan, comme dans beaucoup d'autres régions ou départements. Je pense aux Flandres, je pense aussi à la Vendée, en partie aussi un petit peu à la Normandie, où vous allez voir pratiquement 90% à 100% de non-jureurs. Donc, Sébastien Michel Amelot, il va être rapidement dénoncé par les autorités révolutionnaires qui vont en fait l'accabler. Ils vont envoyer une première troupe. Ils vont envoyer une première troupe qui va être commandée par le général Besser, l'adjudant général Besser, et qui est en fait envoyée par un futur général de la Révolution, le général Camille de Canclos. Donc, à savoir que cette troupe va menacer directement l'évêque dans Vannes
va lui menacer de lui couper le nez, les oreilles ou bien de le tuer. Donc suite à ça, comment dirais-je, Sébastien Michel Amelot va quitter l'évêché en courant. Une course-poursuite va s'engager dans Vannes et en fait c'est un comment dirais-je, c'est un officier du régiment de Walsh. Donc le régiment de Walsh, c'est un régiment d'Irlandais, de soldats irlandais, mais qui sont au compte de la France et qui sont quand même assez hostiles à la Révolution et très catholiques. Et du coup, c'est un de ces officiers-là qui va être obligé de dégainer son sabre et qui va empêcher que l'évêque soit soumis au mauvais traitement. Bon, malheureusement, il va quand même être enfermé dans son évêché, enfin dans son évêché, pardon. Il va falloir attendre quelques jours plus tard, le 13 février 1792, pour que l'armée conventionnelle apprenne en réalité qu'autour de Vannes se groupent des insurgés de Rennes, mais aussi de Nantes, de toutes les campagnes, en fait, qui viennent délivrer comment dirais-je, délivrer l'évêque. À savoir qu'à ce moment-là, il y a un affrontement. Les insurgés sont seulement armés de bâtons, donc il y a 13 insurgés qui meurent et il y a 31 prisonniers qui vont être faits. En fait, au préalable, il y a eu des déclarations qui avaient été aussi faites par toutes les paroisses pratiquement du Morbihan, et je vais vous en citer une, notamment celle de Sarzeau, qui est reprise par 12 municipalités, qui dit « Nous déclarons que nos prêtres ont toujours été les défenseurs de l'ordre public et des vertus sociales qu'ils nous ont inculquées par leurs paroles et leurs exemples. Nous voulons vivre et mourir sous leur direction, bien décidés à ne pas souffrir qu'on les inquiète ou qu'on les remplace. » Et il y a même une paroisse qui rapportait aux administrateurs du département quel mal font donc la paroisse de Pluneret, quel mal font donc les prêtres? Pourquoi, si nous sommes libres, ne pas nous laisser le droit de vivre et de mourir chrétiens? On parle de nous enlever nos pasteurs, nous pouvons le croire. Si cela a été, vous n'avez qu'à venir, nous vous attendons. Donc concernant, comment dirais-je, Sébastien Michel Amelot, il va rester un certain temps prisonnier, puis il va réussir quand même à s'enfuir, mais il reviendra plus tard parce qu'il verra son ordre complètement massacré. Partout, les religieux vont être malmenés. Beaucoup vont émigrer, d'autres vont être dans les campagnes à faire des messes, on va dire des messes réfractaires, etc. À savoir que Sébastien Michel Amelot, pourquoi je le cite aussi, c'est parce que bien plus tard, il va être enfermé à Paris, il va être à nouveau relâché, puis partira en Angleterre et il deviendra le précepteur de Joseph de Cadoudal, le petit frère de Georges, qui prendra du coup la particule 2. Mais ça, c'est bien plus tard. Et qui prendra, alors je cite rapidement, pour Joseph de Cadoudal, il participera à la chouannerie de 1815. Mais avant ça, revenons à nos moutons. À savoir que là, les insurrections sont quand même conséquentes, mais pas encore. Il va falloir attendre dans le milieu de l'année 1692 une première levée de masse, où là, il y aura encore quelques insurrections. Mais enfin, il va falloir attendre deux gros coups. Le premier coup, c'est le 21 janvier 1693, où le roi est simplement Louis XVI est guillotiné. Et enfin, il y a une autre raison, c'est le 24 février 1793, où il y a une loi qui est décrétée, enfin, du moins une loi, pardon, décrète la levée en masse de 300 000 hommes. Pourquoi? Pour faire face à la coalition européenne qui vise à combattre l'entreprise révolutionnaire et non la France, comme certains veulent le faire croire. Donc, suite à cette levée en masse, les gens s'indignent. On vient de retirer leur autorité temporelle, le roi. On retire aussi leur autorité spirituelle, les religieux. Du coup, il y a une forte indignation et des insurrections de masse, là beaucoup plus conséquentes. Le 13 mars, à Rennes notamment, aussi à Passé, on a aussi une insurrection à Fougères, à deux doigts de prendre, enfin du moins, il y a un personnage qui est Aimé Piquet du Boisguy, qui est à deux doigts de prendre Fougères. On a aussi des insurrections à Senez, Meucon, Grandchamp, Saint-Avé, Locminé, puis à Vannes, le 14 mars. D'ailleurs, ce même jour, il y aura des prisonniers qui vont être faits et ils vont rapporter, je cite, « Nous n'avons plus de roi, nous n'avons plus de prêtres, nous voulons crocher avec la nation, nous voulons savoir avec quelle autorité on prétend recruter, nous n'en connaissons plus, nous irons tous. » Alors effectivement, quand ils disent « nous irons tous », ils disent pas nous irons tous dans la levée en masse, non, nous irons tous nous insurger. Donc là, je vais revenir à Georges, parce que Georges, il fait partie de ces insurrections. En fait, il est chef de l'insurrection en Auray le 17 mars 1693. En Normandie, dans le Maine, même la Loire-Inférieure et toute la Bretagne, ces insurrections ne mènent pas à grand-chose. À savoir que beaucoup vont partir à un endroit où les insurrections sont victorieuses, c'est en Vendée. Donc Cadoudal, malgré tout, juste après cette affaire, il est fait prisonnier parce qu'il est considéré comme le chef de l'insurrection, mais il est rapidement relâché, parce qu'il n'y a pas de preuves tangibles. Et du coup, il part pour le Poitou, pour les Mauges, pour la Vendée. Là-bas, il est rapidement rattaché à l'armée de Charles de Bonchamp. L'armée de Charles de Bonchamp, si vous ne connaissez pas ce général, du moins Charles de Bonchamp, c'est un général renommé de la cause royaliste.
qui va faire parler énormément de lui. Et lui, en fait, il a à son commandement les compagnies bretonnes dans lesquelles les Bretons insurgés s'y rendent. À savoir qu'il va aussi servir sous Jean-Nicolas Staufflet, à ce moment-là, qui est chef de compagnie. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Il est, comment dirais-je, c'est aussi un général de Cadoudal, qui à ce moment-là était adjudant. Cadoudal va faire toute la guerre de 1693, toute la guerre de Vendée. Il sera présent à la bataille de Pontorson, mais aussi de Dol de Bretagne. Enfin, il sera à la virée de il va faire toute la virée de Galerne, donc il sera présent à Granville, où il va être nommé de capitaine de cavalerie. Il sera à la victoire d'Angers, il sera aussi à la bataille de Nord, au désastre du Mans, où il va repousser par 3 fois avec les compagnies bretonnes les républicains pour défendre la retraite vendéenne. Et enfin, il va finir cette campagne à Savenay, où il y a un énorme massacre. Donc face à ce massacre, Cadoudal il fuit comme comme tout le monde, c'est-à-dire comme toutes les familles et les enfants. Il part avec un ami dans la famille de Pierre Mercier, donc en Anjou, pardon, à Château-Gontier plus précisément, là où les parents de Pierre Mercier tiennent une auberge. Donc la sœur de Pierre Mercier va tomber amoureuse de Cadoudal, Lucrèce Mercier, et plus tard, bon voilà, j'en parle pas trop, mais ils vont se fiancer. Donc Cadoudal part rapidement avec Pierre Mercier en direction de Kerléano, donc retourner dans son département, le Morbihan. Et là, à nouveau, il va essayer de reproduire en Morbihan l'insurrection qui avait été presque victorieuse en Vendée. Bon, malheureusement, il est rapidement dénoncé à nouveau, et là, il est envoyé en prison à Brest, mais il est envoyé avec toute sa famille, enfin une grosse partie de sa famille, sa mère qui est à ce moment-là enceinte, son père Louis Cadoudal, mais aussi son oncle Denis Cadoudal et son frère Julien, ainsi que Pierre Mercier. Donc sa mère va mourir en donnant naissance au 10e enfant dans la prison. Cet enfant va effectivement mourir parce qu'il sera privé de soins maternels. Et l'oncle de Cadoudal, l'oncle Denis, va mourir dans cette prison. Mais Cadoudal va se rapprocher d'un marin, parce que un des hommes qui gare la prison, enfin le régiment qui gare la prison, ce sont des marins, et celui-ci est encore favorable à l'idée, enfin, du moins l'idée royaliste, et va transmettre des vêtements de l'armée, de la marine, et Cadoudal va pouvoir quitter la prison. Donc il va réussir à s'échapper de la prison. Il n'est pas seul, il est accompagné de son ami Pierre Mercier toujours, et un autre, d'Allègre, un Provençal, qui avait quitté sa région suite aux persécutions et suite aux perquisitions de la République sur les biens privés. Donc à savoir que c'est mal organisé entre les bandes, mais il y a déjà de grosses bandes. Je pense notamment à Pierre Guillemot. Donc Pierre Guillemot qui est surnommé par les Républicains le roi de Bignon, ce qui fait qu'il est vainqueur sur une grosse partie de son territoire. Alors Pierre Guillemot, c'est un peu comme Jean Cottereau, donc je vais revenir sur Jean Cottereau, mais Pierre Guillemot en fait est désigné comme l'un des premiers chouans. En fait, la chouannerie commence à proprement dit en 1694. Jean Cottereau, déjà lui, sa famille, elle est dit, au lieu de dire Cottereau, on dit chouan. Donc pourquoi chouan? Parce qu'en fait, c'est une famille de contrebandiers qui agissaient principalement la nuit et qui se repéraient en patois, ça se dit chouan. Donc Cadoudal, il va rapidement tenter de fédérer tous ces groupements. Il va transmettre en fait ces informations. Donc il a entre guillemets dans les mains 14 divisions en tout le Morbihan. Il va transmettre ces infos à quelqu'un qui est missionné. Donc le comte d'Artois, c'est le futur Charles X, c'est-à-dire le frère de Louis XVI et de Louis XVIII. Donc ce personnage qui est missionné, c'est Joseph de Puzet, et il est déjà désigné comme le chef de l'armée catholique et royale de Bretagne. À savoir que celui-ci va rapidement partir pour décider en fait un soulèvement, enfin du moins pas un soulèvement, mais un débarquement des troupes émigrées qui sont en Angleterre, c'est-à-dire les Français qui ont émigré pendant le début de la Révolution, pour pouvoir revenir et combattre la France révolutionnaire. Du coup, son adjoint va prendre la tête pendant un certain temps, et son adjoint va, par carriérisme, arrivisme, mais en fait, il faut aussi savoir que c'est un personnage qui est en fait favorable aux idées de la Révolution. Il va se permettre de réunir les royalistes le 30 mars 1695, donc 125 chefs royalistes, pardon, et il va tenter de signer un traité de paix avec la République. Donc malheureusement, seulement 21 vont signer ce traité de paix le 19 avril. Cadoudal n'est évidemment pas de cela. D'ailleurs, aucun des chefs royalistes du Morbihan ne vont pas signer, enfin, aucun ne vont signer le traité. Tous vont se rendre dans leur cantonnement et ils vont se rendre chez eux et vont attendre en fait une issue, on va dire, un peu plus favorable pour reprendre les combats. Parce qu'en fait, Pierre des Hôteux de Cormatin accepte l'issue du traité. Enfin, du moins, comme il a signé le traité, il accepte l'issue et enfin, du moins, il accepte l'issue. Du coup, toute une partie des royalistes, même qui n'ont pas voté, vont accepter l'issue de ce traité. Et ce qui va leur permettre en fait de s'organiser pour pouvoir combattre de la meilleure manière qui soit la Convention.
Malgré tout, les républicains vont rapidement mettre en branle le traité de l'Amabilité en attaquant les royalistes à la date du 28 mai à Grandchamp. Donc là, cette bataille va mourir des personnages comme Sébastien de La Haye, comte de Sils. Cadoudal va être blessé par balle et on a un personnage comme Pierre Guillemot qui va être extrêmement blessé et qui ne pourra du coup pas faire ce qui va suivre, qui est une grande expédition, qui est en fait l'expédition de Quiberon. Donc l'expédition de Quiberon, elle commence à partir du 27 juin 1695. En fait, comme je vous disais, le comte d'Artois, il a dépêché des troupes émigrées qui vont être débarquées par les navires anglais. Donc les navires anglais, ils vont batailler du côté de Brest et après du côté de Groix pour pouvoir permettre de débarquer les troupes émigrées. Donc dans ces troupes émigrées, vous avez à leur tête le général Charles d'Hervilly. Et vous avez le comte Joseph de Puzet qui revient en tant que chef de l'armée catholique et royale de Bretagne. Donc Lazare Hoche, qui est un général renommé de la cause républicaine, qui est à ce moment-là dans le Morbihan, comprend le danger, se replie rapidement sur Rennes, où il va attendre des renforts. Et malheureusement, les Chouans, en voyant les bateaux arriver, vont se porter sur toutes les villes aux alentours, du moins au nord de Quiberon. Donc je pense à Carnac, je pense à Saint-Michel, enfin le tumulus de Saint-Michel, je pense aussi à les villes plus au nord, Auray, Grandchamp, Meucon, pour permettre en fait de protéger, du moins ils vont attaquer les garnisons pour permettre aux émigrés de débarquer en sécurité et d'entrer dans les terres rapidement pour pouvoir attaquer Auch sur Rennes. Et malheureusement, il y a des divisions au sein de l'armée des émigrés qui, en fait, n'apprécient pas très bien la chouannerie, dans le sens où elle a une animosité. En fait, c'est des nobles. Les chouans, c'est beaucoup de fermiers, beaucoup de cultivateurs. Ils sont très mal habillés, très mal armés. Et en fait, d'Hervilly, et on va dire, d'Hervilly ne souhaite pas rapidement prendre la chose en main. Donc rapidement, il va retourner sur Penthièvre, le fort Penthièvre, d'où il va attendre des ordres du comte d'Artois et lui rendre compte de la situation. À ce moment-là, Cadoudal, il est très dérangé, puisqu'en fait, Lazare Hoche, il a eu 5 jours d'un temps précieux, et il revient en fait avec une armée de 20 000 hommes. Donc Cadoudal, qui à ce moment-là tient Meucon, est obligé de se retirer avec toutes ses troupes, et ils sont obligés aussi à la fois de protéger toutes les populations qui fuient simplement leurs habitations, parce qu'en fait, les troupes de Lazare Hoche sont en train de massacrer une partie de la population. Donc là, Cadoudal effectue une retraite en direction de Penthièvre, où s'est positionné Charles d'Hervilly. Donc là, on était à la date du 6 juillet. Et par la suite, du coup, Cadoudal va être enfermé avec, on va dire, une grosse partie des troupes de la chouannerie, plus l'armée des émigrés, donc Royal Émigrante et Royal Louis, plus une partie de la population va être enfermée dans Penthièvre. Une solution va rapidement être décidée. Donc Cadoudal va revêtir l'habit anglais avec une troupe de 2500 chouans, dont celui qui commandera, ce sera le chevalier de Tinténiac. Donc, le chevalier de Tinténiac, si vous ne connaissez pas, c'est qui? Enfin, si vous ne savez pas, c'est qui? C'est un personnage qui était le second, avec Aimé Piquet du Boisguy, qui était le second de Charles Armand Tuffin de la Rouerie lors de la conjuration bretonne. Donc ces troupes-là vont partir à la date du 10 juillet. Donc on appelle ça l'armée rouge. Pourquoi? Parce que du coup, comme j'ai dit, ils sont revêtus de l'habit anglais. Ils vont rejoindre la presqu'île de Ruisse et ont pour objectif de revenir à la date du 16 juillet sur les arrières de Lazare Hoche. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Il y a une autre troupe qui part le 12 juillet, commandée par Lantivier Jean-Jean, deux chefs chouans renommés, qui vont partir en direction de Pont-Aven pour en fait décharger, on va dire ce qu'on appelle à ce moment-là ce qu'on appelle des bougies inutiles, c'est-à-dire la population, pour la décharger de Penthièvre et pour la renvoyer dans les campagnes. À savoir que la troupe de Tinténiac ne va pas faire ce qu'elle devait faire, parce qu'elle va recevoir un courrier de la part du comité royaliste de Paris qui lui dit de se rendre au château de Coëtlogon, où les dames de ce château en fait ont un message très 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 important du roi pour lui. Donc Cadoudal n'est pas du tout d'accord avec cette idée, puisqu'il sait en fait l'armée des émigrés et l'armée chouane il a assez perdu s'ils vont vers Coëtlogon. Donc malheureusement, c'est le choix de Tinténiac, d'autant plus qu'il y a en fait un émigré dans cette armée qui est le vicomte de Pont-Bélanger et qui sait sa femme présente au château de Coëtlogon. Donc comme ça fait des années qu'il l'a pas vue, il souhaite la revoir et du coup il pousse Tinténiac à y aller. Ils y vont. Mais le comble de la chose, en fait, c'est que la femme du vicomte de Pont-Bélanger, qui est en fait Louise Dubois, et ben en fait cette femme-là, elle est simplement la maîtresse de Lazare Hoche, et en fait elle joue le jeu de la République. Et le soir, lorsque les troupes chouanes sont arrivées à Coëtlogon, les troupes chouanes sont attaquées par les républicains et le chevalier de Vincent Tinténiac meurt dans une embuscade. Donc là, c'est toujours la même tragédie. Mais à ce moment-là, le vicomte de Pont-Bélanger s'imagine pas que sa femme est la maîtresse de Hoche.
et continue sa route, enfin du moins prend des ordres de sa femme qui lui dit que le roi, donc Louis XVIII et le comte d'Artois, disent qu'en fait il y a un débarquement qui est possible de la part de nouvelles troupes émigrées par les Britanniques dans la baie de Saint-Brieuc. Donc là, toutes ces troupes-là, l'armée rouge reprend la route en direction du nord. Rapidement, ils arrivent à la baie de Saint-Brieuc. Les Chouans se rendent compte qu'en fait, il n'y a aucune troupe. Donc, c'est une tragédie, mais ils apprennent aussi qu'en fait, le 16, comme il n'avait pas été présent sur les arrières de Hoche, Hoche s'est permis de faire une contre-offensive sur le fort Penthièvre. Et c'est une défaite, va-t-on dire, des émigrés et des Chouans dans le fort Penthièvre. Donc, à savoir que le comte Joseph de Puzet, qui était resté au fort Penthièvre, va être un des premiers à quitter le fort sur les chaloupes anglaises, et ce qui va donner un grief impardonnable de la part des Chouans pour ce personnage. D'Hervilly va être blessé. Et là, je vais revenir à la troupe de l'armée rouge, qui elle est à Saint-Brieuc. Du coup, en apprenant cette défaite, les Chouans en fait vont se rebeller contre le vicomte de Pont-Bélanger. Bon, Cadoudal va le protéger, va le retirer, va le faire évacuer, et Cadoudal va être élu en fait par ses soldats chef de l'armée rouge. Donc là, à partir de ce moment-là, Cadoudal son objectif va être comment dire assez compliqué, puisqu'en fait son objectif est de retourner dans le Morbihan et de ramener toutes ses troupes saines et saufs. Hoche, lui, qui a gagné le 16 juillet, revient le 27 juillet sur Uzel. Donc Uzel, c'est dans les Côtes d'Armor. Et Cadoudal voit les taux se resserrer, mais va tromper Hoche à différents endroits et va permettre à sa troupe de revenir en Morbihan sans problème. Donc là, Cadoudal, il va faire une très grosse réussite. Il va grouper d'un côté des émigrés, donc des gens de la haute noblesse, qui avaient une animosité pour les Chouans, et il va grouper les Chouans. Enfin, du coup, d'un côté de l'autre, il va réussir à grouper dans cette armée les immigrés et les Chouans. Donc c'est une très grosse réussite, d'autant plus que Cadoudal va être nommé en fait à ce moment-là général de division, donc le 21 août 1695, par les chefs de canton, et son ami Mercier Lavendée va être nommé major général. Donc Cadoudal aussi à ce moment-là est du coup nommé chef de l'armée du Morbihan. Donc le comte Joseph de Puzet, il est retiré de l'armée catholique et royale, surtout qu'en fait il est suspecté par Louis XVIII et le comte d'Artois d'être un orléaniste. Donc si vous imaginez la chose, enfin, si vous comprenez la chose, il faut savoir que Philippe Égalité, qui est orléaniste, avait voté la mort du roi Louis XVI. Donc ce qui est impardonnable pour Louis XVIII et comment dirais-je, et le comte d'Artois. Donc simplement le comte Joseph de Puzet fut en Ille-et-Vilaine et on ne le reverra malheureusement pas par la suite. Donc Cadoudal, rapidement, comme il est chef du Morbihan, il va structurer son département. Il va créer des réseaux de communication. Il va aussi trouver des financements avec les religieux. Il va contrôler et paralyser les communications ennemies. En fait, toutes les routes vont être contrôlées. Il entend faire une guérilla comme le faisait le roi de Bignan. Et par exemple, on a des affrontements à partir d'octobre, tous les jours, dans des communes comme Rumagol, Pontivy, Lanvaudan ou Locminé. Il y a des affrontements entre républicains et royalistes. Donc, par exemple, le 20 octobre 1695, le roi de Bignan est traqué par les garnisons de Beau et de Locminé. Et du coup, il va venir rapidement à leur rencontre. Les Bleus vont être battus, vont entrer en désordre à Locminé, ils vont être poursuivis par les Chouans. Et Cadoudal, c'est ce qui aussi construit sa grosse légitimité, c'est qu'en fait, il a beau être chef de l'armée du Morbihan, il va se porter au devant de petites troupes, enfin du moins à la tête de petites troupes chouanes pour combattre les républicains. Et il est très apprécié de ce fait par les Chouans. Il est rendu légitime. Et par exemple, il y a une bataille à Elvin où Cadoudal, le 4 novembre, va tuer le commandant républicain et va être blessé de 3 balles. Et d'ailleurs, il y a même un émigré qui rapportait dans ses mémoires, je cite, cette affaire fut la dernière dans laquelle je vis le général Georges. Elle me donna une bien haute idée de sa valeur, car elle se tint constamment au milieu de nous, et comme il était le seul à cheval, et très facile à reconnaître, il était le point de mire des républicains, et il est inconcevable qu'il n'ait pas péri dans cette journée. Aussi, il y a une chose qu'il faut noter, c'est que la fin de campagne 1695, elle est marquée parce que les officiers républicains, en fait, vont renseigner Cadoudal. Pourquoi ils renseignent Cadoudal? Parce qu'ils ont été terrifiés de voir les horreurs qui ont pu être perpétrées par leurs soldats lors de l'expédition de Quiberon. On parle parfois de massacres d'enfants, de viols de femmes. On parle aussi de fœtus qui ont été retirés du ventre de leur mère. Donc ces généraux, en fait, ne sont plus du tout acquis à la cause révolutionnaire et sont, en fait, en restant dans l'armée républicaine et en transmettant les infos, acquis à la cause royaliste.
Donc Cadoudal se trouve vainqueur un petit peu partout dans son département à la fin 95, mais malheureusement à la fin 96, il y a un coup d'arrêt qui est celui en fait de la mort de les deux généraux vendéens, Jean-Nicolas Stofflet, dont j'ai déjà parlé, et un autre généraux dont j'ai pas parlé mais qui est très connu, François Athanase Charette, qui meurt tué en mars 1996 à la place Vierre Manante. Donc ces deux personnages-là meurent et malheureusement les Vendéens sont assez résignés. Ils ont beaucoup souffert. Ça fait déjà 4 ans de guerre et du coup un traité de paix est signé avec la République. Donc Cadoudal se retrouve seul dans l'Ouest malgré la chouannerie d'Ille-et-Vilaine avec Piquet du Boisguy et par exemple la chouannerie des Côtes d'Armor ou encore du Maine et de la Normandie, mais qui sont des chouanneries beaucoup plus faibles que celles du Morbihan. Donc Cadoudal se résigne un peu, mais extrêmement prudent. Donc il va se mettre en relation avec Hoche et va signer un traité de paix. Donc, malheureusement, le traité de paix va être accepté des deux parties, mais va être quand même assez mis à rude épreuve puisque, en fait, le directoire va commencer à faire une guerre de raspail et de représailles contre les chefs chouans. Du moins, il n'y a pas de bataille, c'est pas une guerre, mais on va dire, c'est une forme de terreur puisque tous les chefs chouans sont traqués, ils doivent tous se terrer et se cacher en permanence. À savoir qu'à ce moment-là, en fait, c'est exactement le même cas que les prêtres réfractaires. À savoir qu'à ce moment-là, en plus, on a un phénomène qui s'appelle le phénomène des fauchements ou hors sol. Donc, c'est des personnages en fait qui sont recrutés, c'est souvent des bagnards, des obligés qui sont recrutés par la République et qui vont se couvrir d'uniformes chouans, donc avec des scapulaires, des sacrés-cœurs, et qui vont se diriger en direction de la Bretagne et de l'Ouest, et en fait vont entre guillemets la République pour, on va dire pour gagner et en temps déshonorer la cause royaliste. Bon, ça marche pas vraiment parce qu'en fait les gens parlent leur dialecte et comprennent rapidement qu'ils ont affaire à des étrangers. Et la plupart du temps, les faux chouans sont rapidement massacrés par des bandes de chouans, voilà. À l'instar de Julien Cadoudal, le frère de Georges, qui va massacrer des faux chouans non loin de Kerléano une nuit de 97. Donc voilà, jusqu'en 99, on n'a pas de bataille, il y a très peu de guerre, mais les combats vont reprendre puisque le 13 juin 1799, Georges en fait sait que la Russie a adhéré à la coalition européenne et une partie des républicains se retire de l'Ouest pour évidemment aller combattre la Russie. Donc le Cadoudal transmet qui accepte la reprise des combats. Et du coup, on a la reprise de la guerre le 15 octobre. Donc à savoir que dès le 9 novembre, Cadoudal est à nouveau chef de son département. Il tient tout le Morbihan, sauf Lorient et Vannes, pardon. Donc les Anglais et en fait Cadoudal, voyant qu'il est vainqueur dans son département, va étendre, comment dirais-je, l'insurrection dans les Côtes d'Armor, en Loire-Inférieure et en Ille-et-Vilaine. À savoir que Pierre Mercier va réaliser, donc l'ami de Georges, Pierre Mercier-Lavendée, va réaliser l'un des plus gros coups de la chouannerie bretonne. En fait, il va prendre la ville de Saint-Brieuc. Son armée va réussir à rentrer dans Saint-Brieuc. Il va y avoir à nouveau un coup d'arrêt à ces combats, qui sont en fait le coup d'État du 18 Brumaire, donc du 9 novembre 1799, qui en instaurant le consulat donne le pouvoir à Napoléon Bonaparte. Et en fait, de ce coup d'État va en découler une trêve qui va être conclue entre le 28 novembre et le 21 janvier par le général d'Autichamp, avec le général d'Hédouville. Donc en Bretagne, les Chouans sont consternés puisqu'ils sont vainqueurs partout. Ils ne comprennent pas pourquoi les Vendéens s'arrêtent. Donc on peut le constater à travers cette lettre de Mercier au général de Bourmont et au général d'Autichamp. Donc je cite: cette suspension d'armes est un coup mortel porté à la famille des Bourbons. Nous attendons avec impatience le résultat de la réunion de pensée. Rappelez-vous que nous avons dit souvent que notre prise d'armes était le dernier effort en faveur de la maison royale. Donc malgré tout, il est convenu d'un nouveau rassemblement à penser, auquel Georges ne sera pas présent. Il va se faire suppléer par comment dirais-je, par Pierre Mercier, parce qu'en fait lui va rendre visite à Lucrèce Mercier, qui est sa fiancée à Château-Gontier. Donc le général Mercier va être à nouveau consterné, puisqu'en fait il va rapidement comprendre qu'en fait certains des chefs royalistes sont plutôt favorables aux idéaux de la Révolution, d'autres n'ont simplement plus de munitions, plus de poudre, ou même encore d'autres disent qu'en fait Bonaparte serait le monk français et rétablirait la cause des Bourbons. Donc Mercier va écrire à Georges. Georges va rapidement accourir et va réussir à convaincre tout le monde d'une reprise des combats. Donc le comte d'Artois lui demande juste d'attendre, mais il n'a pas beaucoup à attendre puisque le 29 décembre, Bonaparte va dresser une proclamation violemment injurieuse à l'égard des princes
qui va encore une fois affermir l'idée de Georges de reprendre les combats, d'autant plus que les généraux qui disaient que Bonaparte pourrait rétablir Louis XVIII et du coup se faire le monarque français, eh bien c'est une foutaise et on le voit à travers ces mots. Simplement, Cadoudal, il va rapidement reprendre les combats, donc il va affronter le général Arty à la bataille du Pont du Loc, où ce sera non pas une victoire, ce sera une bataille assez indécise. Mais Cadoudal, il apprend autre chose. Il apprend qu'en fait, il y a une grosse armée qui vient en direction du Morbihan, qui est l'armée du général Guillaume Brune, qui est envoyée directement de la part de Bonaparte à marche forcée. Et du coup, là, Cadoudal apprend à nouveau un coup d'arrêt. C'est une nouvelle pacification qui est signée par d'Autuchan, Suzannet et Châtillon, donc des généraux contre-révolutionnaires, avec le consulat. Donc Cadoudal, évidemment, il va penser à marcher au devant de Brune, mais en fait, il est seul dans l'Ouest. Il se rend bien compte qu'il a beaucoup de difficultés. Et là, du coup, je vais à nouveau le citer. Voici ce qu'il disait. Si disait-il, pardon, je n'avais à lutter que contre les 30 et quelques mille hommes actuellement dans le Morbihan, je n'hésiterais pas. En leur faisant une guerre de chicane, je les réduirais bientôt. Mais ceux-ci seraient remplacés par d'autres et les plus grands désastres seraient la suite infaillible d'une prolongation d'hostilité. Donc on voit quand même qu'il fait preuve de prudence. Il n'est pas fou. Du coup, il va se mettre en rapport avec Brune. Il va avoir une première entrevue avec Brune dans laquelle il y aura un général, Debelle, qui d'ailleurs, dès qu'ils vont arriver au devant de Cadoudal, Debelle va passer devant Brune et va dire à Cadoudal, je cite, je suis chargé par le premier consul de vous offrir le grade de général de division et un commandement dans l'armée de Moreau, en cas de refus de lui envoyer votre tête. Bon, vous imaginez la colère de Cadoudal à ces mots. Il va répondre rapidement, ma tête, pour cela, il faudrait l'avoir, je ne suis pas disposé à la céder. Bon, malheureusement, Cadoudal, ou heureusement devrais-je dire, Cadoudal va demander une nouvelle entrevue, mais avec seulement le général Brune. Et en fait, une paix va être signée entre les deux généraux le 2 février 1800. Donc en fait, les Cadoudal n'étaient pas fous parce que les ordres en fait qui étaient donnés à Brune de la part de Bonaparte étaient simplement de faire dans le Morbihan ce qui avait été fait en Vendée en 1793, ce qui est quand même assez tragique. Donc là, de cette nouvelle trêve, Cadoudal va se rendre à Paris et va voir lors de 2 entrevues le premier consul Bonaparte. Donc la première entrevue le 5 mars 1800. Lors de cette entrevue, comment dirais-je, Bonaparte va proposer à nouveau le grade de général de division et une place dans l'armée de Moreau. Cadoudal va y émettre un refus catégorique. Et il y aura une deuxième proposition, et une autre aura en fait celle d'avoir 100 000 livres de rente à condition de vivre en dehors de toute politique. Donc le refus va être la même de part du général. Effectivement, on voit que c'est un général relativement opiniâtre. À savoir que Cadoudal, en sortant du cabinet de l'empereur, il apprend en fait qu'il est en état d'arrestation. Il réussit à s'enfuir. Il se met en relation avec le comité royaliste de Paris, qui va le faire sortir de la capitale et va l'emmener en Angleterre. Donc à son arrivée en Angleterre, Louis XVIII va l'accueillir avec ces mots, je cite, le cœur de mes fidèles Bretons et le vôtre en particulier m'est trop bien connu. Vous êtes auprès de mon frère, tout mon espoir renaît, je n'ai pas besoin d'en dire davantage à un véritable Français tel que vous. Et c'est à ce moment-là qu'il va recevoir le commandement de l'armée catholique et royale de Bretagne. Donc Georges va quand même revenir sur le sol morbihanais à partir dans les premiers jours de juin de cette année-là. Et en fait, Cadoudal espère reprendre le conflit parce que l'empereur est loin. L'empereur est en Italie. Il fait la campagne d'Italie contre le Saint-Empire romain germanique. Mais malheureusement, il y a un nouveau coup d'arrêt parce que l'empereur est vainqueur le 14 juin et revient rapidement avec ses troupes en France. Donc Cadoudal se sent à nouveau résigné. À l'été 1800, il va décider une chose, il va envoyer 3 personnages, donc le chevalier de Saint-Régent, Limoëlan et Carbon, qui vont partir en direction de Paris, qui vont acheter des chevaux, des armes et qui vont attendre les ordres de Cadoudal. Mais en fait, ils vont un peu se couvrir de honte parce qu'ils vont produire un attentat que Cadoudal n'a pas décidé. C'est le 24 décembre 1800. C'est l'attentat qu'on dit de la rue Saint-Nicaise contre l'empereur avec une machine infernale, c'est-à-dire un baril de poudre rempli de mitraille. Donc là, Cadoudal assure qu'il n'est pas à l'origine de ça. Il condamne même la chose. Louis XVIII aussi. Le comte d'Artois également condamne la chose. Et Carbon, Saint-Régent notamment vont être arrêtés et vont être exécutés bien plus tard, le 21 avril 1801. Donc là, on va arriver à deux événements très tragiques pour Cadoudal, surtout qu'il se sépare de très peu de pas beaucoup de temps, enfin, du moins de très peu de jours. C'est la mort de son ami Pierre Mercier qui est assassiné dans la campagne des Côtes d'Armor
en revenant de porter un courrier aux correspondances anglaises. Il va être assassiné par des gendarmes, donc le 20 janvier 1801. Et peu de jours après ça, il va y avoir Julien Cadoudal, son frère, qui va mourir, qui va être assassiné. Il va être dans un premier temps fait prisonnier le 4 février 1801. Et le 10 février, il va être conduit en direction de Lorient, mais après 3 km de marche seulement d'Auray, il va être assassiné par la troupe qui devait l'emmener à Lorient. Donc en fait, on comprend bien les ordres de l'empereur. Il faut savoir que Cadoudal, il est extrêmement touché par ces deux informations. Et il écrit même à propos de Pierre Mercier. Il écrit à la famille donc de Pierre Mercier et donc à la famille de sa fiancée. Voici ce qu'il écrit. Je vous écris l'âme oppressée de bonheur. Jonatas, donc Jonatas c'est l'autre prénom de Pierre Mercier. Seul ami que j'avais sur la terre n'est plus. Il est mort en servant sa religion, son roi et son pays, plein de gloire et de vertu. C'est toute la consolation qui me reste. Et il signait l'inconsolable. Bon, je vais quand même vous citer un petit peu les mots qu'a pu avoir le comte de Puiset plus tard de Pierre Mercier. Je cite: je n'hésite pas à dire que sa mort a privé son pays d'un sujet destiné à la nature pour s'élever aux plus grandes choses. Et nul de ses compagnons, ni même de ses chefs, ne se trouvera blessé si j'ajoute qu'elle a enlevé au parti royaliste ce qu'à cette époque il se faisait de mieux. Malheureusement, l'empereur n'est évidemment pas prêt à attendre, à attendre quelque chose de Cadoudal, et il va plus loin. Il traque tous les chefs, et notamment on a la mort, d'ailleurs, une année auparavant, on avait la mort de Louis Frotté, donc le chef de la chouannerie normande, qui est trahi et qui est fusillé. Il faut savoir aussi que Cadoudal, il va subir une tentative d'empoisonnement. Puis enfin, je vais vous rapporter un petit peu les mots de Fouché, donc le chef de la police, le chef de la police, pardon, de l'empereur, qui disait à l'un de ses agents: Georges est dans le Morbihan, poursuivez-le, faites-le poursuivre à une activité, il faut qu'il le soit partout. Les 15 qui voudront relever la tête, fusillez-les sans pitié, pense à être connu et compris. J'en mettrai d'autres et de meilleure qualité à votre disposition. Ce sont des gentilshommes, des ci-devant, qui, par leur nom et leur titre, sont estimés de tous les champs. Ils obtiendront facilement leur confiance et vous les livreront à heure dite. Donc là, on imagine les méthodes employées par l'empereur, enfin le futur empereur, parce qu'il est encore premier consul, mais voilà, des méthodes aussi vicieuses que terribles. Donc Georges est un peu fatigué de toute cette guerre un peu, ils vont appeler ça une fausse guerre, et du coup, il part en Angleterre à la fin de 1801. En fait, il part en Angleterre avec une cinquantaine de ses officiers, et là, il va se mettre en relation directe avec le comte d'Artois, donc physique, et il va être décidé une conspiration contre l'empereur. On peut appeler ça, nous, en tant qu'Action française, on va appeler ça le coup de force, mais eux appellent ça le coup essentiel. En fait, le but de cette conspiration, qu'on dit la conspiration de 1804, le but n'est pas de tuer Napoléon. En fait, c'est simplement d'enlever Napoléon. En fait, Cadoudal imagine attaquer l'empereur à 30 contre 30 avec les meilleurs de ses champs et retirer l'empereur, l'emmener en Angleterre, et ensuite il sera conduit sur l'île de Sainte-Hélène, qui était l'endroit déjà prévu de sa détention. À savoir que cette conspiration devait faire entrer deux personnes. Donc, dans un premier temps, le général Charles Pichegru, qui est un général qui était tantôt républicain, tantôt royaliste, et qui n'aime pas vraiment Bonaparte, mais qui est en fait très aimé du peuple parisien, et qui pourrait être, on va dire, la bonne transition, pour Louis XVIII. À savoir, il y a un autre personnage qui est évident, enfin du moins qui est évident. C'est pas si évident que ça, mais comment dire, c'est le général Moreau, général dont j'ai déjà parlé, Jean-Victor Moreau, qui lui, en fait, est le point névralgique de la conspiration, et il est obligatoire de l'avoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est le plus reconnu par l'armée, et il est aussi l'un des ennemis jurés de Bonaparte au sein de l'Empire. Donc en fait, s'ils réussissent à enlever l'empereur, Moreau se porterait directement à la tête de l'armée et n'empêcherait pas le retour de Louis XVIII. Donc Cadoudal se rend le 21 août 1803 en France. Il va rejoindre Paris avec Charles Pichegru et beaucoup d'autres conjurés, des conspirateurs. À Paris, Cadoudal va voir dans un premier temps le général Moreau, mais malheureusement, celui-ci se résigne. En fait, il n'est pas prêt à virer, à retirer Bonaparte pour mettre à la place un Bourbon. Donc Cadoudal comprend bien que le coup n'est pas possible. Là, je vous ramène aussi, nous, à la doctrine du coup de force.
d'Action française. C'est exactement ce qu'on croit. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire la transition, notamment le général Monk. Donc là, Cadoudal comprend bien que c'est pas possible et du coup décide de rentrer en Angleterre. Mais il n'a pas le temps de rentrer en Angleterre que l'un des conjurés, nommé Querelle, va être attrapé par la police de Fouché, va être suspecté d'être un affidé de Georges et va, on va dire, être torturé et va livrer toute la conspiration, du moins toutes les informations qu'il a sur la conspiration. Donc tout Paris va être fermé, toute la police de Fouché va traquer les insurgés à droite, à gauche, et beaucoup vont être pris, notamment Cadoudal, qui va être repéré à son logis dans la rue Sainte-Geneviève. Et le 9 mars 1804, il y a une course-poursuite qui s'engage entre lui et les gendarmes. Bon, du coup, dans cette course-poursuite, un gendarme va mourir, un autre va être fait blesser, mais Cadoudal va être attrapé. Bon, par la suite, Cadoudal va être emmené à la préfecture de police, où il va subir un interrogatoire, mais il va être rapidement envoyé, comme tous les autres, au Temple, donc la prison du Temple. Si vous ne savez pas ce que c'est que la prison du Temple, c'est la prison où a été enfermé Louis XVI, mais aussi Louis XVII, donc le fils de Louis XVI, et Marie-Antoinette. Donc c'est une prison maintenant éminemment royaliste. Elle sera d'ailleurs détruite plus tard par Bonaparte pour effacer le souvenir, en fait, le souvenir de martyrs royalistes. Donc dans cette prison, Cadoudal, il va subir des interrogatoires de la part de Thuriot, donc qui est un homme qui a voté la mort du roi. Donc à ce moment-là, il est juge instructeur, et dès le premier interrogatoire avec Cadoudal, Cadoudal va le stopper et va lui dire: vous avez voté la mort de votre roi, si vous fussiez tombé entre mes mains, votre procès eût été bientôt fait, agissez de même envers moi. Donc rapidement, tous les prisonniers du Temple vont appeler Thuriot, ils vont l'appeler Thuriot, ce qui va l'énerver. Mais bon, ça n'empêche pas le 27 mai, vite condamné. Malgré le fait qu'il n'est pas rentré dans la conspiration, son nom est tombé. Il va être condamné à 2 ans de prison. Et Cadoudal, qui a une animosité contre ce personnage, va dire, je cite, ils l'ont condamné comme un voleur de mouchoirs. Donc 50 autres, enfin du moins 47 autres accusés vont prendre place devant la cour. Et à ce moment-là, en fait, Georges va avoir une attitude imperturbable. Il va être stoïque et en fait, il va dominer tout le monde. Le président, les juges, le procureur impérial, et en réalité de défense, il va s'occuper que celle de ses amis et pas la sienne, prenant ainsi toutes les responsabilités sur sa tête. Et je cite par exemple M. Réal qui revenait de la conciergerie. J'ai vu Georges, c'est un homme extraordinaire. Je lui ai dit que j'étais disposé à lui offrir sa grâce s'il voulait promettre de ne plus conspirer contre le gouvernement et accepter du service. J'ai beaucoup insisté, tout a été inutile. Il a résisté à tous mes efforts et a fini par me dire: mes camarades m'ont suivi en France, je les suivrai à la mort. Et par exemple, je vais vous citer un petit peu Bonaparte à propos de Cadoudal. Tenez par exemple, il y a parmi les conjurés un homme que je regrette, c'est Georges. Celui-là est bien trompé. Entre mes mains, un pareil homme aurait fait de grandes choses. Je sais apprécier tout ce que vaut la fermeté de son caractère. Je lui aurais donné une bonne direction. Que sais-je, je l'aurais peut-être pris pour aide de camp. On aurait crié, mais cela m'eût été parbleu bien égal. Georges a tout refusé. C'est une barre de fer. Qui suis-je? Il subira son sort, car c'est un homme trop dangereux dans un parti. Donc le 9 juin, la Cour va rendre son arrêt. Cadoudal va être condamné à mort. D'autres vont être condamnés à 2 ans de prison comme Moreau. Certains vont être acquittés, enfin du moins leur peine va être acquittée, relaxée. Donc Cadoudal va demander à être des premiers de sa troupe à mourir. Enfin du moins il va carrément demander à être le premier à mourir. Pourquoi? Parce qu'il avait été toujours le premier au combat et qu'il voulait toujours montrer l'exemple à ses soldats, à ses hommes. Et pour le coup, il veut montrer l'exemple. Du coup, il souhaite mourir le premier. Donc c'est le 25 juillet 1804 à 11h du matin, en place de Grève, que Georges va être guillotiné. Bon, à savoir que juste avant d'être guillotiné, il est assisté par l'abbé Caravenant et il va lui demander de réciter la salutation angélique. Et Cadoudal va s'arrêter à Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant. Donc le prêtre va lui demander à quoi bon. Enfin, du moins, le prêtre va lui demander de continuer. Et Georges va répondre: à quoi bon? N'est-ce pas maintenant l'heure de ma mort? Et du coup, Georges va être guillotiné. Donc c'est pas le seul. Plus tard, on aura notamment le roi de Bignan en 1805 qui va être exécuté, qui va subir 17 blessures, donc 4 très graves, au moment de son arrestation, parce qu'il refusera de se faire arrêter. Comme j'ai dit, vous aviez Frotté aussi qui est mort en 1800, comme une grosse partie des généraux vendéens, Stofflet, Charette, tous sont morts. Et en fait, plus tard, vous aurez une nouvelle chouannerie, donc la chouannerie de 1815, 1814 même, qui verra la restauration, la première restauration, puis 1815, qui verra la seconde restauration après les 100 jours. Donc dans cette chouannerie, vous aurez
la chouannerie flamande avec notamment Louis Fruchard. Vous aurez aussi toujours la chouannerie vendéenne avec quelqu'un que j'ai déjà cité, d'Autichamp. Vous aurez aussi la chouannerie en Bretagne avec quelqu'un comme Joseph de Cadoudal, donc le petit frère de Georges. Vous aurez aussi des personnes comme Aimé Piquet du Boisguy, qui était des chefs de la chouannerie d'Ille-et-Vilaine, qui en fait vont vivre les 5 chouanneries. Donc c'est assez conséquent. Donc à savoir que Cadoudal, ça reste un héros, et je pense qu'en fait, mon cercle va se terminer, mais je souhaite quand même le dire, ce serait quand même une très bonne chose qu'on commémore sa mort en juillet prochain. Donc là, je me rapprocherai des personnes qu'il faut pour organiser tout ça. Donc voilà, je vais quand même faire mon cercle du moins historique est fini, mais je vais en faire une petite conclusion politique. Je pense qu'à travers ce personnage, effectivement, je vais le dire, mais il faut effectivement pas être nostalgique ou faire le culte de la personnalité, mais à travers le dévouement, même la fidélité à la cause de Cadoudal, sa piété aussi, il faut quand même y voir un exemple. Et je pense qu'en tant que militant d'Action française, on a tous un exemple à y trouver. Et même à travers une forme de prudence, on le voit en 1796 ou en 99, il refuse évidemment que le Morbihan soit massacré juste par une envie de massacre. À savoir, il y a autre chose aussi à dire et à conclure de cette affaire, c'est la méfiance à l'égard du système. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a pu le voir à travers les méthodes de Fouché, ou à travers les méthodes, par exemple, les faucherons, ou bien d'autres méthodes, comme simplement ce qui s'est passé en Vendée, le génocide et le mémoricide. Eh bien, je pense que ça nous rappelle qu'il faut effectivement, à l'égard de ce système, avoir énormément de méfiance. Parce que je pense que même aujourd'hui, si on ne parle pas de meurtre ou de combat ou d'acharnement, voilà, je pense que on nous surveille très bien. Bref. Il y a une autre conclusion que je peux faire aussi, c'est une méfiance à l'égard de la lâcheté de gens qu'on pourrait attendre beaucoup. Je m'explique. Avec ces gens-là, leur a insisté pour qu'ils viennent en Morbihan, en Bretagne, en Vendée. Ceux-ci ne sont jamais venus. Et d'ailleurs, je vais citer un autre personnage, je vais citer D'Autichamp plus tard, à la chouannerie de 1815, qui dira, en parlant du duc, donc de Condé, donc je cite D'Autichamp, comment le peuple pourrait-il avoir confiance dans le duc, alors que pendant la Révolution, aucun aristocrate ne s'est présenté dans l'Ouest pour mener l'insurrection. Et je vais citer aussi Frotté en 1796, donc je cite, depuis 4 ans, ils, entre parenthèses les Chouans, combattent et pas un seul fils d'Henri n'a paru à leur tête. Donc là, c'est vraiment la lâcheté. C'est la lâcheté que je dénonce et qui doit nous garder. D'un côté, on voit dans notre milieu, effectivement, les orléanistes et les légitimistes d'un côté toujours se faire la guerre. Moi, je pense que il faudra privilégier l'aristocrate des deux, ou même peut-être de quelqu'un d'autre qui va en sortir. Il faudra privilégier l'aristocrate, celui qui sera capable de prendre des risques et qui sera le plus à même de gouverner, et non pas choisir une dynastie plus que l'autre, ou une maison plus que l'autre. Enfin voilà, j'ai terminé pour mon cercle, donc j'espère être disposé à répondre à vos questions. Pardon. J'aime mes parents.